Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro des Super Talks, l'émission de DigiSchool qui vous éclaire sur des grands sujets d'orientation. Alors ce soir, on va parler d'un concept d'apprentissage vraiment caractéristique de l'ISC Paris, la grande école de commerce avec laquelle nous avons préparé cette émission. Je parle donc justement de l'entreprise étudiante et vous allez le découvrir, cet outil pédagogique peut aussi être le point de départ d'une expérience entrepreneuriale. Pour vous présenter tout ça, je suis accompagnée ce soir de Grégoire Réjon. Grégoire, vous êtes responsable de la vie étudiante à l'ISC Paris. Je suis également accompagnée de Jérémy Renouf. Jérémy, vous êtes enseignant-chercheur en entrepreneuriat à l'ISC Paris et également en charge de la spécialisation Business Developer et aussi de l'incubateur à l'ISC Paris. C'est tout bon? C'est tout bon. Vous allez bien? Ça va et vous? Eh bien, ça va très bien. Et on a Claire aussi qui nous rejoint pour cette émission. Claire est une étudiante aussi à l'ISC Paris et elle pourra nous partager son expérience justement de la vie étudiante et de l'entreprise étudiante qui est le sujet de l'émission de ce soir. Alors, moi, j'ai assez parlé. C'est à vous que je vais donner la parole. N'hésitez pas tout au long de l'émission si vous avez des questions à nous les faire passer dans le chat. Je vais les récupérer et je pourrai les poser justement à nos intervenants ce soir. Grégoire, on va commencer l'émission avec vous, parce que justement, en tant que responsable de la vie étudiante, vous allez pouvoir nous donner justement l'explication de c'est quoi une entreprise étudiante, parce que, comme je l'ai dit, ça reste une vraie caractéristique de l'ISC Paris. Dites-nous tout. C'est ça. Alors, du coup, je pense, déjà bonjour à tous, tous les gens qui sont sur le live, merci d'être présents. Qu'est-ce que c'est que les entreprises étudiantes de l'ISC Paris? En fait, les entreprises étudiantes de l'ISC Paris, c'est tout simplement le prolongement, le next step en fait de tout ce que vous pouvez voir au niveau des associations dans les écoles de commerce. C'est vraiment le cœur du réacteur de l'ISC Paris et c'est le cœur du réacteur de la pédagogie et la façon de concevoir la pédagogie de l'ISC Paris. L'ISC Paris est considéré comme étant l'école de référence de l'action learning, donc l'apprentissage par l'action. Et son fondateur, Policar, croyait fermement au fait que les étudiants pouvaient se professionnaliser par le biais d'autre chose que des stages. Ouais. Du coup, c'est vraiment la proposition aux étudiants qui intègrent l'ISC Paris de se professionnaliser en travaillant sur des projets qu'ils ont choisis, puisque ce sont des projets tout simplement qui vont avoir le choix d'intégrer pour pouvoir travailler sur justement tout un tas de problématiques différentes. Je vais prendre un exemple. Claire, qui est présente avec moi, est actuellement en année de séjour. L'année dernière, elle était en année de M1 et elle était dirigeante d'une association humanitaire qui s'appelle Human. Donc Human, c'est une association humanitaire qui travaille justement à œuvrer pour les enfants en difficulté en Île-de-France. Et ils organisent notamment un projet qui s'appelle le Human Comedy Club, dont la dernière édition a eu pas plus tard que le lundi 13 février. Ouais, donc il n'y a pas très longtemps. Donc il y a 10 jours. Et en fait, ils ont organisé donc la 15e édition du Human Comedy Club, comme je disais, qui est le premier stand-up caritatif en France organisé par des étudiants. Et ils ont regroupé 1500 personnes. Ils ont rempli les Folies Bergères. Et voilà. Et là, on vous parle d'étudiants qui ont entre 18 et 20, 21 ans. Donc, on est vraiment sur des profils où ils sont encore en cours et ils travaillent sur des projets d'envergure quasiment nationale. Et parce qu'être capable, à 19 ans, de ramener Roman Fressinet, Bambi ou des humoristes vraiment qui ont le vent en poupe en ce moment, c'est vraiment des choses qui sont vraiment des opportunités exceptionnelles pour des gens de leur âge. Donc, et c'est vraiment le but des entreprises étudiantes de l'ISC Paris. Ouais. Et travailler sur tout un tas de projets différents. Et ce, pour toutes les sensibilités. Je prends un exemple. On a Aide Mondiale qui travaille cette fois-ci pour lutter contre la précarité infantile dans les pays en développement. Et ils ont réalisé la 5e édition du concert caritatif qui s'appelle Sing for AM. Ils ont rempli la Cigale en entier. La Cigale, c'est 1400 personnes. Et pareil, on est sur des étudiants qui ont entre 18 et 22 ans et qui sont encore en train de se professionnaliser, encore en études. Et ça, devant des recruteurs, c'est vraiment des points extrêmement différenciants qui sont, je pense,
la force de l'ISC Paris. Ouais, on y reviendra tout à l'heure avec toi Claire parce que justement tu pourras nous expliquer vraiment concrètement les phases par lesquelles vous passez, comment sont constituées les équipes et tout ça. Par rapport à ce que vous dites Grégoire, j'ai quand même une petite question pour essayer de bien comprendre ce qui fait la spécificité de l'entreprise étudiante, parce que vous appelez ça entreprise étudiante. On sait en règle générale que dans les grandes écoles, la vie associative est très riche, qu'il est vivement conseillé aux étudiants de s'impliquer dans des associations, là aussi dans des thématiques complètement différentes. Qu'est-ce qui va faire la différence entre une association étudiante et une entreprise étudiante chez vous? Alors, entre les différences qu'il peut y avoir, moi j'en vois deux principalement. Dans un premier temps, c'est la place allouée au sein de justement de l'écosystème de l'ISC Paris entre une association lambda et une entreprise étudiante de l'ISC Paris. Quand vous rentrez en première année, que vous soyez en première année de bachelor ou en première année de PGE, vous n'aurez cours que le matin. Les cours théoriques de façon classique, voilà, qu'on peut retrouver dans d'autres écoles de commerce. Et en fait, tous les après-midi en première année sont dédiés spécifiquement à la réalisation des projets au sein des entreprises étudiantes. Et c'est vraiment en fait ce développement de la portée et de l'importance qu'on peut porter à la réalisation de ces projets qui pour moi fait une des différences au sein de justement au sein de l'ISC Paris par rapport aux autres écoles. Et ça se traduit aussi par une récompense académique qui via la réalisation des projets prouve un travail de fond et une mise en place de process et de gestion de projet de A à Z qui est récompensé par des crédits académiques. D'accord. Là, vous avez répondu à deux questions justement que j'allais vous poser. C'était, est-ce qu'il y a un côté obligatoire justement d'intégrer une entreprise étudiante dans le cadre de son cursus? Non. Alors, ça n'est pas obligatoire. Ce sont en fait des crédits ECTS bonus qui permettraient, par exemple, voilà, si on n'est pas très à l'aise sur certains cours, Claire n'est pas la compta, de permettre de faire valoir son investissement et ses qualités d'une autre façon que simplement, j'ai beaucoup plus de difficultés en compta, qui est une matière certes très importante, mais qui ne correspond pas à tout le monde, de le faire valoir et de permettre de continuer d'avancer dans le cursus. Maintenant, alors, je suis responsable de vie étudiante, mais je suis aussi un alumni de l'ISC Paris, donc entre 2015 et 2018. Et en fait, ça n'est pas obligatoire, effectivement, mais on passerait à côté de 50% du message et des valeurs que l'école souhaite transmettre à leurs étudiants. Et c'est pour ça, quelque part, en tant qu'ancien, j'exhorte les nouveaux étudiants à rentrer au sein des entreprises étudiantes et à ne pas avoir ça comme une charge en disant je vais travailler sur des projets, bon, ça va être du temps en plus, alors ça pourrait être du temps libre, justement comme un tremplin et un accélérateur de maturité. D'accord. Et alors comment, et là je vais me tourner vers toi Claire, parce que justement tu vas pouvoir nous faire ton retour d'expérience, comment on choisit l'entreprise, je mets entre guillemets le choisi, comment on choisit l'entreprise étudiante dans laquelle on a envie de s'investir? Parce que j'imagine qu'il y en a plein. C'est quoi les différentes thématiques déjà au sein de... Les différentes thématiques, on va avoir du sport, on va avoir de la musique, on a de la mode, on a du gaming, on a les sports automobiles, on a du humanitaire, il y en a deux, on a l'art, exactement, on a Network, c'est une agence d'intérim, il y a vraiment de tout. D'accord. Tous les domaines sont pris, on a une radio qui a ouvert cette année, tous les domaines sont couverts et au-delà de ça, on a surtout la possibilité de créer des nouveaux domaines pour ceux qui ont des idées et qui ont des envies de nouvelles entreprises étudiantes à l'ISC Paris. Ce qui est super, c'est que l'école accompagne dans la création et dans les nouveaux projets qui sont intéressants et motivés. Ça, on en parlera avec Jérémy. Et alors, toi, ton cheminement justement pour le choix, t'investir, alors, quand on rentre en première année, on a une chose qui est super sympa à l'école, c'est qu'on a une journée associative, on appelle ça, donc c'est l'après-midi. C'est le forum des associations, le forum donc, des entreprises étudiantes. Et pendant ce forum, c'est vraiment la journée dédiée pour les nouveaux étudiants pour rencontrer toutes les entreprises étudiantes de l'école. Donc les entreprises étudiantes se présentent une à une devant nous, donc en amphithéâtre, de manière assez studieuse entre guillemets. Enfin, c'est assez
assez pro à ce moment-là. Ouais. Et en fait, la chance qu'on a aussi à l'ISC Paris, c'est qu'on a 2 campus et on a un campus réservé uniquement pour les entreprises étudiantes. Okay. Donc, suite à cet échange en amphithéâtre, on se rend dans notre deuxième local, qui est le local donc, des entreprises étudiantes, où chacune a son propre bureau avec sa propre thématique. Par exemple, je pense que quand on rentre au bureau des sports, on voit un sac, vous savez, un punching ball là, de boxe, donc on sent l'atmosphère. On rentre à Motors, on voit des panneaux de signalisation sur les murs. Enfin, voilà. On sent directement l'atmosphère des entreprises étudiantes. Et donc, on y passe la journée, on discute avec les bureaux, on discute avec les membres. On a des activités, il y a des surprises, il y en a qui font des chorégraphies, il y en a qui font des chants. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont faites. Donc, c'est le moment à eux de se vendre aussi. Donc, c'est super intéressant quand on est bureau ensuite, pour l'avoir vécu, de devoir se vendre aux nouveaux étudiants. C'est super cool. Et suite à ça, donc, on reçoit un Google Form dans lequel on fait 2 choix. Donc, le premier, donc, on a choix numéro 1, le choix numéro 2 et un troisième qui, là, pour être là, on va pas se mentir. Donc, c'est des choix motivés. Donc, on explique un peu notre motivation, pourquoi on choisit ces entreprises étudiantes. Et suite à des entretiens qu'on passe après avec les bureaux, on est admis dans une de nos choix. Ah ouais, donc il y a une sélection carrément pour rentrer. Il y a une sélection, ouais. D'accord. Et les entretiens, ils sont super intéressants à passer parce que moi, je me souviens quand je suis arrivée en première année, ça me faisait rêver. Toutes les entreprises étudiantes, il y avait de tout partout, il y a une atmosphère différente dans chacun des bureaux. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Et ce que je me suis dit, c'est presque le maximum d'entretiens. Et j'ai dû passer quasiment tous les entretiens possibles et imaginables des entreprises étudiantes. Et c'est pendant ces entretiens que j'ai pu sentir du coup vraiment l'atmosphère et rencontrer plus personnellement, donc seul moi avec le bureau en face de moi, donc les entreprises étudiantes. Et c'est comme ça que j'ai fait mon choix et je suis partie donc, à Human, comme on l'a dit tout à l'heure avec Grégoire. D'accord. Et voilà. Donc il y a une vraie sélection. Ouais. Et quand on est justement sélectionné et qu'on est OK pour rentrer et que le bureau actuel est OK pour faire rentrer les nouveaux, pendant combien de temps finalement on s'engage dans ces entreprises et sur ces projets? C'est tout au long de sa scolarité? C'est tous les ans? C'est quoi le cheminement? Et justement, c'est intéressant le fait que toi tu aies été dans le bureau, c'est que justement quelle place on peut avoir au fur et à mesure des années. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça? Oui, du coup, quand on intègre donc une entreprise étudiante, la première année, on est ce qu'on appelle un membre actif. Donc, on est vraiment la main-d'œuvre, entre guillemets, j'ai envie de dire, de l'entreprise étudiante. Typiquement, pour parler de mon expérience, donc j'étais à Human, on s'occupe d'enfants en Île-de-France. Moi, j'étais tous les mercredis après-midi dans un foyer en train d'animer des permanences avec des enfants âgés entre 5 et 13 ans. Ouais. Donc, c'était tous les mercredis après-midi, on faisait des sorties avec eux et plein d'autres petites choses. Donc ça, c'est vraiment en tant que membre actif. Mais par exemple, je pense Aide Mondiale, ils vont faire des maraudes. Je pense... je peux penser. Par exemple, Cosmopole, c'est une association qui s'occupe des étudiants internationaux. Ils vont aller récupérer les étudiants à l'aéroport et leur faire visiter la ville. Voilà. Il y a plein de petites choses qu'on va faire au quotidien selon l'entreprise étudiante qu'on a choisie. Ouais. Donc en tant que membre actif. Et à la fin de l'année, donc ça c'est pendant 1 an, ta première année de scolarité finalement. Et à la fin d'année, donc aller vers, là on est en plein dedans, février-mars, il y a ce qu'on appelle la période de postulat. Donc c'est un peu la course aux candidatures. Donc chaque entreprise étudiante va demander à ses membres actifs qui sont motivés de reprendre le bureau l'année qui suit, de faire un dossier ou alors de passer un entretien. Ça dépend, ça c'est un peu propre à chaque entreprise étudiante, mais de manière générale, c'est un dossier, un entretien avec le bureau actuel et un entretien avec les anciens, parce que les anciens ont une énorme place dans les entreprises étudiantes. Okay. Ça, c'est super que Grégoire l'a dit tout à l'heure qu'il était alumni, parce que finalement, on les voit tout le temps, nos alumni, puisqu'ils sont des anciens des entreprises étudiantes, ils reviennent, ils continuent de nous soutenir, donc c'est super intéressant même pour les rencontres et pour derrière des possibilités de stage, alternance, ce genre de choses. Et donc, après cette période de postulat, il y a donc un choix qui est fait par le bureau en place. Et donc, l'année qui suit, on prend, du coup, il y a un nouveau roulement qui se fait. Et c'est super intéressant, je trouve que chaque année, le bureau change. Parce que chaque année, du coup, même si on garde souvent, donc, dans la plupart des entreprises étudiantes, on garde le cœur et l'identité restent la même. Le fait que ce soit des personnes différentes chaque année, ça permet d'avoir un renouveau, des nouvelles idées. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent. Enfin, c'est toujours en action et c'est toujours en mouvement, donc c'est super sympa. Ouais. Donc ça, c'est pour le chemin classique. En général, on fait membre actif et après, on fait bureau de son entreprise étudiante. Mais pour autant, les chemins peuvent être différents. On peut faire une année de membre actif à Human et une année de membre actif au bureau des sports. Comme on peut faire
ouais, tout ça, 2 années membre actif. On peut faire membre actif la première année et l'année d'après faire directement BDE. Moi, je suis BDE cette année, mais j'ai fait donc avant une année de bureau, mais j'aurais pu passer BDE dès la 2e année si j'avais voulu. Enfin, si j'avais voulu. Il faut quand même être élu par l'école après pour les étudiants. C'est pas aussi simple que ça, mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de possibilités. Et ce qu'il faut se dire, c'est que dans le système associatif, il y a énormément de voies à prendre et elles sont toutes bonnes. Elles sont toutes intéressantes et bonifiantes pour nous, pour l'avenir. Et alors, on y fait quoi? Est-ce que quand on veut rentrer dans une entreprise étudiante, on choisit ce qu'on veut faire? Par exemple, je sais pas, moi je rentre dans un programme où j'ai quelques affinités avec le marketing, la communication, j'ai envie de participer aux tâches de communication et de marketing de l'association. Ou est-ce qu'au contraire, bon bah je vais essayer de me challenger et de peut-être d'acquérir d'autres compétences parce que c'est pas mon cœur de formation et se dire bah tiens je vais faire de la compta finalement alors que c'était pas mon domaine. Comment ça se passe ça? C'est aussi des recrutements? Alors en fait dans chaque entreprise étudiante, donc quand on parle de bureau, il y a une sorte de base qui est, globale à toutes les entreprises étudiantes. Ça va être donc un président, il y a forcément un trésorier qui s'occupe donc des finances parce que en tant qu'entreprise étudiante, on a chacun nos propres comptes, donc nos propres cartes, ainsi de suite. Donc on a un trésorier propre à chaque entreprise étudiante. On va avoir quelqu'un qui s'occupe de la communication, bien évidemment, donc sur les réseaux ou alors à l'intérieur de l'école également. On va avoir quelqu'un qui va s'occuper de l'événementiel, par exemple. Je pense au BDE pour organiser le week-end intégration, ce genre de choses, on avait quelqu'un à l'événementiel. Et après, c'est un peu propre à chaque entreprise étudiante. J'ai envie de dire, par exemple, pour le bureau des sports, on va avoir quelqu'un qui va être dans le pôle équipe officielle, donc voilà, qui va s'occuper des équipes off de l'école, de l'association. Il y a ceux des pays, par exemple, pour Aide mondiale. Enfin, voilà, c'est en gros propre à chaque entreprise étudiante, mais il y a quand même une base qui est générale. Ouais. Il y a une base qui est générale. Les recrues, si elles sont plus intéressées par la communication. C'est ça, elles postulent directement dans le pôle communication. En gros, la première année, quand on rentre en tant que membre actif, on n'est pas laissé libre à nous-mêmes quand même dans l'entreprise étudiante. On intègre un pôle de l'entreprise étudiante. Donc, par exemple, la première année, moi, je voulais intégrer le pôle avec les enfants du foyer. Ce pôle-là s'appelle le pôle HCC. J'étais dans le pôle HCC de Human. Comme par exemple, si j'avais voulu faire de la communication, j'aurais pu être dans le pôle communication. D'accord. Donc forcément, ça aiguille déjà un peu notre choix. Et quand on postule après en tant que bureau, on postule pour un poste. Donc moi, je sais que mon année de postulat, j'ai postulé donc présidente et pour être du coup vice-présidente du pôle HCC, dans lequel j'étais donc en tant que membre actif. J'ai été élue présidente, mais j'aurais pu postuler en tant que vice-présidente communication ou alors vice-présidente événementielle. Voilà. Je postule dans ce qui m'intéresse et ce qui, à mon sens, colle le plus, comme vous l'avez dit, avec mon envie de faire du marketing, de la communication, de la finance avec la trésorerie, ce genre de choses. D'accord. Et allez-y, Grégoire. Pour résumer, c'était que lorsqu'on rentre en tant que recrue au sein d'une entreprise étudiante, on va évidemment travailler sur le cœur de métier de l'association, dans le cas d'Human, qui est d'aider les enfants en difficulté en Île-de-France, mais aussi, il ne faut pas oublier l'aspect professionnel et aussi découverte du monde de l'entreprise par ce biais-là, justement en intégrant un pôle qui va nous permettre de découvrir un aspect professionnel, malgré un cœur de métier humanitaire. Et je vais me tourner vers vous, Jérémy, pour en savoir un petit peu plus sur justement comment l'école va encadrer tous ces jeunes, tous vos étudiants, qui s'investissent dans ces projets, parce que qu'il y ait de l'autonomie, qu'ils soient confrontés justement à la réalité des missions qu'ils doivent mener, c'est une chose. Mais j'imagine que vous ne les lâchez pas comme ça, débrouillez-vous. Est-ce que, et comment, alors on a bien compris, il y a des temps dédiés sur lesquels les étudiants peuvent justement se consacrer à ces projets. Est-ce qu'il y a un accompagnement de la part de l'école qui est mis en place et comment? Oui, bien sûr, il y a un accompagnement qui est mis en place par l'école. Déjà, effectivement, Grégoire a présenté l'encadrement qu'il y a au sein des entreprises étudiantes. Et les étudiants qui doivent suivre aussi des cours à côté vont bénéficier d'un aménagement de leur emploi du temps lorsqu'ils s'investissent dans les entreprises étudiantes. Donc déjà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et que les professeurs aussi prennent en compte lorsque parfois il y a des réunions qui sont parfois sur des heures de cours. Effectivement, on prend ça en compte. Donc c'est une première chose. Et puis,
Une autre chose, c'est que ces entreprises étudiantes-là, toutes ces initiatives qui se développent, bah, parfois ça peut déboucher sur des initiatives plutôt un peu plus individuelles, peut-être un peu moins collectives. Et à ce moment-là, eh bien la filière business développeur va pouvoir les accompagner et les encadrer plutôt dans un esprit entrepreneurial, avec pour certains d'entre eux la volonté de pouvoir créer leur propre entreprise. Donc, on va pouvoir les accompagner aussi dans ce cadre-là. Donc, il y a une filière qui est dédiée à ça, et puis aussi un incubateur que l'école met en place. Plutôt un bel espace, puisqu'il fait 800 mètres carrés, donc c'est un bel espace en plein cœur de Paris. Et ça permet de pouvoir accueillir des stagiaires, des alternants, tout simplement leur associer. C'est d'ailleurs une des premières choses que je leur demande, c'est lorsque vous rentrez dans un espace comme celui-ci, vous rentrez seul, généralement, mais je vous demande de repartir à plusieurs. Donc pour ça, en fait, eh bien, ce type de service-là, en fait, est à disposition de l'ensemble, en fait, des étudiants de l'école. Et c'est vrai que s'ils passent par les entreprises étudiantes avant, on a quand même une appréhension à gérer le business, à savoir gérer les affaires, peut-être plus adéquate, en tout cas plus proche des réalités du marché. D'accord. Et ça, justement, alors vous anticipez ma question juste après. Dans la présentation de Grégoire et de Claire, on a bien compris qu'il y avait des entreprises étudiantes historiques et d'une année sur l'autre où les projets sont menés d'une année sur l'autre, mais il y a la place justement aux nouvelles initiatives. Et évidemment, c'est encore vers vous que je vais me tourner sur l'aspect très entrepreneurial. C'est que là aussi, on sait que dans les grandes écoles de commerce, il y a plein d'étudiants qui ont plein de projets plein la tête. Est-ce que justement ces entreprises étudiantes peuvent être le premier pas justement pour se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que justement vous allez pouvoir déceler des projets, des idées, des concepts que vous allez vouloir appuyer et donc aider vos étudiants pour dans un premier temps développer leur projet dans le cadre d'une entreprise étudiante et après peut-être que ça débouche justement sur un projet incubé chez vous. Comment ça se passe, cette appropriation de ces nouveaux projets et comment vous aidez vos étudiants là-dessus? Alors, elles sont vraiment variées. C'est l'avantage aussi d'être à l'ICPA, c'est qu'on peut faire du cas par cas avec les étudiants et puis avec les équipes. Je prends un exemple, effectivement, il y a eu un cas assez intéressant il y a quelques années autour d'une reprise d'entreprise. Justement, une entreprise qui s'appelait Tuilier, qui était une entreprise qui habillait les présidents de la République et qui faisait de très belles chemises. J'en porte une d'ailleurs aujourd'hui. La cravate également d'ailleurs. Et bien en fait, cette entreprise-là qui était en sommeil, en fait, a décidé en fait de faire appel en fait à l'ISC Paris pour relancer en fait la marque. Et donc en fait, des étudiants en fait se sont appropriés en fait ce projet dans le cadre en fait d'une entreprise étudiante. Et puis les résultats étaient tellement intéressants, c'est que ils ont ensuite repris véritablement la marque de l'entreprise, donc Tuilier, donc ça a duré pendant quelques années. Ensuite, ils ont été débauchés pour travailler dans des entreprises tierces. Mais c'est vrai que c'est une belle activité. Et effectivement, voilà, j'ai plaisir de porter effectivement ce type de chemise ou de vêtements. Ça me permet aussi de pouvoir un petit peu penser à eux et de faire un petit clin d'œil au passage. Autre exemple en fait dans ce cadre-là, c'est que on va en fait les accompagner et puis les former, et puis on va avoir en fait une touche qui va être de plus en plus forte au fur et à mesure des années autour de ce qu'on appelle l'impact. Alors c'est un terme derrière lequel on met beaucoup de choses aujourd'hui. Au sein de l'école a récemment lancé un fonds de dotation justement pour encourager les initiatives qui vont dans ce sens-là, un fonds de dotation de l'impact en fait à l'ISC Paris. Récemment d'ailleurs, il y a eu le prix de l'entrepreneuriat féminin qui a été remis à plusieurs entrepreneurs de l'école, qui ont toutes réalisé en fait de belles boîtes et qui permet en fait de mettre en valeur aussi et d'accompagner aussi, puisqu'il y a différents volets dans ce prix-là, des alumni qui décident de s'engager en faveur de certain nombre de choses dans la société. Et vous l'avez vu à travers les entreprises étudiantes, si vous avez en tête encore toutes les entreprises étudiantes qu'on a citées juste avant, eh bien il y en a quand même un certain nombre d'entre elles
qui sont orientés sur une approche dite à impact plutôt social ou environnemental, par exemple. Ouais, d'accord. Est-ce que pour les personnes qui nous suivent, on pourrait redonner une petite définition de ce qu'est l'entrepreneuriat? Parce que en préparant l'émission, on s'était dit, c'est vrai que au sein de votre école, c'est pas pour forcément devenir entrepreneur, vous voulez ouvrir vos étudiants à l'esprit entrepreneurial, ce qui est un petit peu différent. Est-ce que vous pourriez justement nous expliquer quelle est cette démarche? Oui, en fait, c'est que l'entrepreneuriat aujourd'hui, quand on utilise ce terme-là, c'est souvent associé en fait dans l'esprit des gens en fait à la création d'entreprise. C'est aussi pour ça que dès le départ, dès le début de notre échange, j'essaie d'aller sur d'autres trajectoires. La reprise d'entreprise en est une. L'entrepreneuriat féminin permet aussi d'apporter un peu plus de nuances. D'une manière en fait plus générale, l'idée en fait derrière, c'est d'inciter nos étudiants en fait à développer un esprit d'entreprendre qui va se développer par tout un tas de compétences autour d'une certaine manière de gérer une activité. Ça peut se traduire vers la création d'entreprise en fait à la sortie des études, mais ça peut se traduire par l'insertion professionnelle dans une entreprise existante, plutôt dans des postes qu'on appelle business developer, d'où le nom justement de la spécialité que je gère, et qui vont pouvoir permettre d'atterrir sur des postes concrets comme chef de produit, comme bras droit d'une entreprise PME familiale, par exemple. On a beaucoup d'étudiants aussi qui sont avec des parents entrepreneurs et qui souhaitent non pas forcément gérer, reprendre l'activité, mais dans un premier temps plutôt être bras droit de l'entreprise familiale. Ça peut déboucher aussi sur un certain nombre de services d'innovation. Aujourd'hui, tous les grands groupes du CAC 40 et d'autres ont des services d'innovation. Et EDF, Total ou d'autres vont pouvoir développer des postes plutôt orientés sur l'innovation qui vont pouvoir faire des projets transversaux au sein de l'entreprise. D'accord. Donc c'est ça en fait l'esprit entrepreneurial. Et donc c'est vrai qu'on utilise plus volontiers le terme de business developer que d'entrepreneuriat, d'où la nuance que vous avez raison de rappeler. C'est parce que ça m'avait semblé intéressant de le rappeler, parce qu'effectivement c'est une nuance, mais dans son projet, on peut se dire ça m'intéresse, j'ai envie de mettre un pied dedans, mais j'ai pas forcément envie de monter ma boîte. Voilà, donc c'était pour expliquer un petit peu cette différence. Comment, quand on est impliqué justement dans un projet comme ça, dans lequel on serait un peu à l'initiative, comment on switch justement du projet étudiant à justement mettre le pied dans l'entrepreneuriat? À quel moment cette bascule elle se fait? Est-ce que vous, en tant qu'école, vous arrivez à identifier le fait de dire là, vous tenez un truc, allez, on vous accompagne, allez rentrer dans l'incubateur? Est-ce qu'il y a une petite clé comme ça, justement, que vous arrivez à identifier pour vos étudiants? Alors, le switch, en fait, il se fait tout au long en fait, du processus d'apprentissage. Et c'est pour ça, en fait, que on les incite vraiment en fait, à tester. C'est vraiment le principe de learning and doing. C'est-à-dire que vous testez tout au long, il y a des choses qui vont fonctionner, d'autres qui vont pas fonctionner, et c'est normal. Enfin, vous êtes dans un cadre sécurisant, on vous invite justement à prendre des risques. C'est facile de le faire lorsqu'on est étudiant que lorsqu'on a sorti les études. Donc on l'invite vraiment en fait à faire ça. Et donc ça va se traduire en fait tout au long du parcours. Parfois ça peut être des déclics, tout simplement avec certains professeurs, que ce soit des professeurs des différentes spécialisations ou l'équipe en fait qu'il y a au sein de l'incubateur. En fait, les différents professeurs de l'école ont cet ADN là du learning by doing, et ils vont mettre en place en fait tout un tas d'innovations pédagogiques. Donc ça peut se traduire par des serious games, par exemple, où on va justement inviter les étudiants à travailler entre eux sur des projets fictifs, mais qui sont quand même assez proches de la réalité. Ça peut être l'occasion tout simplement de visites d'entreprises. On visite régulièrement en fait des entreprises PME ou grands groupes. Ça peut être l'occasion de visite d'incubateurs. J'ai pour ma part le plaisir d'aller visiter Station F, qui est un incubateur assez connu à Paris. Ça peut être aussi l'occasion pour des professeurs qui sont plutôt orientés sur les projets un peu plus culturels, de faire des projets culturels avec les étudiants, comme des projets orientés autour de l'art, avec certains musées en France ou à l'étranger. Donc en fait, tout au long en fait, du processus,
d'apprentissage, eh bien, il y a tout un tas d'opportunités qui parfois peuvent déboucher sur des projets d'insertion professionnelle. Ouais, d'accord. On va le rappeler, et parce que justement ça arrive dans quelques jours. Si vous voulez en savoir plus sur la diversité des entreprises étudiantes justement de l'ISC Paris, il y a une journée dédiée, enfin une après-midi dédiée pour être plus précise. C'est le 4 mars, c'est ça Grégoire? Je dis pas de bêtises? Exactement, donc le 4 mars prochain, donc le samedi à partir de 14h, en fait, tout simplement avec le BDE et d'autres services au sein de l'école de l'ISC Paris. Mais en fait, on a voulu créer cet événement qui s'appelle l'Immersion Day. Donc, c'est vraiment, venez découvrir le fonctionnement des entreprises étudiantes et les problématiques et le quotidien de ce que c'est d'être au sein d'une entreprise étudiante pour justement découvrir quelque part l'expérience unique que c'est au sein de l'ISC Paris. Donc, ça a lieu le 4 mars prochain à partir de 14h. Sur le campus de Paris. Sur le campus de Paris, effectivement. Est-ce que, Claire, je vais me tourner vers toi un petit peu, on le disait en début d'émission, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement comment s'est passée une année de projet, celle que tu as pu passer l'année dernière par exemple, ton année de projet, qui est-ce que tu as rencontré, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, comment l'école vous a accompagné, qu'est-ce que tu as adoré. Voilà, est-ce que tu peux nous donner un peu matière à comprendre un peu comment ça s'est déroulé pour toi? Du coup, je parlais de cette année en tant que BDE, puisque l'année dernière, c'était un peu particulier, parce que c'était l'année après Covid, donc c'était plus compliqué à mettre en place. Ouais. Mais là, cette année, du coup, c'est très bien reparti au sein de l'ISC Paris. Et, donc, par exemple, pour parler du week-end d'intégration qu'on a organisé nous, cette année, le BDE de l'ISC Paris, c'est le week-end d'intégration, ça faisait donc 3 ans qu'il n'y en avait pas eu, encore une fois dû au Covid. Et donc nous, on est arrivé en mars l'année dernière, donc voilà, c'est en mars l'année dernière, le BDE. On a commencé à travailler donc à partir de avril. Donc déjà, il a fallu se rapprocher d'un organisme qui organise les week-ends d'intégration. Donc nous, on est passé par Funbreak par exemple. Il y en a d'autres qui existent. Donc on nous propose des campings, on fait des visites mythes des campings, on regarde les options qu'ils nous proposent, par exemple les tyroliennes, les plongeoires sautés, les piscines, voilà. On regarde vraiment tout ce qui est possible de faire et ce qu'on a envie de prendre nous pour nos étudiants. On définit un budget, on voit avec l'école ce qui est possible comme subvention et nous, qu'est-ce qu'on peut apporter comme argent derrière pour ensuite rembourser si on fait une avance de trésorerie, ainsi de suite. Trouver des financements, il faut démarcher des partenaires, il faut essayer d'avoir le maximum d'offres pour que derrière, on puisse proposer un prix pas trop cher pour nos étudiants, mais quand même pouvoir être rentable, nous, pour continuer notre année en tant que BDE et organiser tout le reste de nos événements. Parce qu'après le week-end d'intégration, donc c'était le gros événement en premier temps, mais ensuite on a fait la soirée d'intégration, on a fait des conférences, on a fait des repas, on a fait plein de choses là depuis le début d'année. Et c'est vrai que c'était une recherche quotidienne. Et j'ai envie de dire, nous, voilà, on a commencé en avril l'année dernière et on a fait vraiment... on était en stage au sein de l'ISC, nous, jusqu'en juillet. Jusqu'à fin juillet, on est resté donc, à l'école avec le BDE à rechercher activement nos partenaires et nos actions pour l'année prochaine et à définir notre calendrier pour ne pas être submergé de travail quand la rentrée s'est faite, donc en septembre. Et finalement, même dans mon année à Human, si je peux faire une petite parenthèse, c'était pareil. J'ai eu mon poste en avril-mai et on a commencé à travailler immédiatement. Parce que, bon, comme l'avait dit Stéphane, il y avait Grégoire. Comme l'a dit Grégoire, vraiment, il y avait l'Human Comedy Club à organiser. Et voilà, donc pareil, c'est des recherches qu'on fait immédiatement dès qu'on prend son poste, peu importe l'entreprise étudiante finalement. La recherche, que ce soit de partenaires ou juste de salles, si c'est un événement qui nécessite une salle ou de prestataires ou peu importe, elle se fait immédiatement parce qu'on doit forcément négocier. On doit essayer d'avoir l'offre la plus intéressante pour nous et parce que l'objectif c'est quand même d'être rentable sur la durée et que les entreprises étudiantes après perdurent dans le temps. Donc forcément c'est un tout qui prend énormément de temps. Parce que c'est comment elles sont financées ces entreprises? L'école injecte un budget particulier pour que vous puissiez déployer quand même quelques actions ou vous êtes vraiment 100% autonome? On vous dit cette année vous avez je sais pas d'ailleurs parce que bon, on a bien compris que ça faisait les recherches de financement et en plus c'est quand même pas anodin quand on fait une école de commerce d'avoir justement cette compétence pour un futur travail. Mais voilà, là aussi comment ça se passe? L'école vous
vous donne des contacts, vous donne un chéquier, vous donne... Comment ça se passe tout ça? Parce que pour faire tourner une entreprise étudiante sans avoir un minimum de trésorerie, ça peut être compliqué aussi. C'est ça. Alors, il y a plusieurs étapes, on va dire, dans la vie d'une entreprise étudiante. Imaginons, on arrive dès sa création. L'école va justement permettre, avec une subvention de lancement, d'injecter des fonds parce qu'elle croit en projet que peut développer cette entreprise étudiante. Je prends l'exemple du Juice, donc le podcast. Là, l'entreprise étudiante centrée autour du podcast cette année. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur Spotify. Et en fait, donc, du coup, cette année, voilà, ils ont reçu une bourse à hauteur de 1 000 € pour se lancer, permettre d'acheter du matériel, d'avoir du matériel pour enregistrer le podcast et commencer à pratiquer, à travailler dessus. En tant que responsable de la vie étudiante, moi, j'accompagne au quotidien justement le développement de tous les projets des entreprises étudiantes et pour leur permettre justement de chaque année de continuer de s'améliorer et de vraiment apporter constamment une nouvelle pierre à ces nouveaux projets. Donc, on leur passe des contacts, on les accompagne sur la création d'outils. Je prends un exemple, si on commence à créer un événement et que l'école va quand même essayer de cadrer un minimum le concept de l'événement que les étudiants souhaiteraient créer, que ce soit une soirée ou quoi que ce soit, pour qu'on ne soit pas quand même avec des projets totalement farfelus qui aboutiraient pas ou... Ensuite, mon rôle, c'est de leur apporter donc justement un accompagnement quotidien. Dès qu'ils ont un moindre de questions, quoi que ce soit, ma porte est ouverte, un mail ou un appel, un SMS qu'ils veulent, je prends le temps de leur répondre et de les accompagner là-dessus. Parce que quand on crée son entreprise étudiante ou même, on n'a pas forcément des qualités innées de chef de projet, de gestion d'événements, quoi que ce soit, mais on est là pour les accompagner et leur apprendre à découvrir justement ces métiers-là par le biais de ces projets-là. Donc du coup, on les aide à travailler sur des outils. On va leur demander de créer des plans de communication, des budgets prévisionnels, des plans de trésorerie. Il y a des éléments vraiment qu'on retrouverait dans la gestion de projet professionnel classique. Et en fait, c'est ce niveau-là et ce niveau de standard qu'on souhaite atteindre. Ensuite, la partie financement. En fait, nous, notre rôle, c'est quelque part d'agir un petit peu comme une banque de financement auprès de ces entreprises étudiantes et qu'elles viennent nous convaincre qu'il y a un intérêt à ce que l'ISC puisse investir dans leurs événements, croient aussi dans leurs projets. Et c'est pour ça, en fait, on ne leur fournit pas un budget à l'année, c'est eux qui doivent trouver justement des moyens de financement, que ce soit par le biais de partenariats financiers, de vendre un service. Quand je parle de partenariat financier, je veux prendre un exemple. Aide mondiale pour financer une partie de ses actions. Je vous ai parlé du Think for Rent tout à l'heure, mais tous les Noëls, si vous avez la chance d'aller à la Fnac des Terres ou à la Fnac des Champs-Élysées, en fait, vous allez croiser l'association Aide mondiale à qui vous pouvez donner des fonds qui feront vos papiers cadeaux. Et c'est un des moyens qu'ils ont trouvé et ça rapporte plus de 20 000 € chaque année. Donc c'est quand même une manne financière très importante. Donc du coup, en fait, il y a tout un équilibre. On essaie de jongler entre trouver des actions où on vend une prestation de service ou un produit ou des choses comme ça, ou si on a une vocation économique, ou alors trouver des partenaires financiers et pourquoi pas l'ISC en direct, qui par exemple fait un partenariat avec Human avec Human pour le Human Comedy Club sur leur événement et on a apporté une généreuse contribution financière. Et vous, Jérémy, aussi, votre porte, elle est ouverte, comme l'a dit tout à l'heure Grégoire, pour aider justement les étudiants dans la concrétisation de certaines de leurs tâches, parce que on peut être confronté à certaines difficultés. Comment vous les accompagnez, vous, ces étudiants et ces projets? Oui, bien sûr, la porte est ouverte et celle de toutes les personnes avec qui je travaille.
L'idée derrière, c'est de les inviter, en tout cas pour ceux qui ont des projets qui peuvent déboucher sur la création d'entreprise, de pouvoir faire appel à des services en fait de conseil. Bon, déjà, il y a l'incubateur en tant que tel qui permet, au sens espace de coworking, de pouvoir les accueillir pour ceux qui ont besoin d'avoir un espace de travail. Il y a aussi la possibilité de faire appel à des conseils. On va travailler avec des acteurs qui sont spécialisés sur Paris et la région Île-de-France. Je pense aux chambres de commerce, je pense aux boutiques de gestion, j'ai cité Station F tout à l'heure. Tous les ans, on a la chance d'avoir des étudiants qui sont récompensés par un prix qui s'appelle le dispositif, qui est géré par le dispositif Pépite France. Ouais. Pépite France, c'est un dispositif qui est géré qui est à l'initiative en fait du ministère de l'Enseignement et de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, lancé en 2014 et qui permet en fait de rassembler les écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, universités autour de pôles qui vont être en commun différents services pour faciliter en fait les relations entre les étudiants. Ouais. Et en fait, c'est qu'ils puissent travailler ensemble, ils puissent se rencontrer tout simplement. Et donc, à l'intérieur de ça, il y a des services auxquels toutes les écoles, universités peuvent faire appel. Il y a aussi un prix. Donc, on a la chance, et surtout des très bons étudiants qui vont pouvoir, depuis plusieurs années, en fait, depuis le début, depuis 2014, bénéficier d'un prix régional et parfois national. Donc, j'ai cité Tulier tout à l'heure, cité aussi l'Orangerie de Paris, Jeuch, enfin bref. Tous les ans, depuis 2014, on a des étudiants qui sont récompensés par ce jury-là. Et puis il y a aussi la possibilité tout simplement de faire, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, de faire son stage ou son alternance en fait dans sa propre entreprise. Stage, c'est peut-être plus facile qu'une alternance. Une alternance, il faut quand même que l'entreprise fasse un chiffre d'affaires quand même assez conséquent. Mais ils ont la possibilité en tout cas de le faire. D'accord. Et ça, c'est vrai que c'est quand même très chouette. Ça leur permet vraiment de pouvoir concrètement avoir du temps pour pouvoir développer en fait son activité. Parce que vous l'avez vu depuis le début de l'émission, eh bien, ils ont beaucoup de choses à faire, tous ces étudiants. Oui, parce qu'ils préparent un diplôme quand même à côté de tout ils ça. Ont des cours, je vois Claire qui fait comme ça. C'est ça. C'est ça, je pense que Claire peut le témoigner. Donc, il faut réussir à gérer son temps. Donc, tout ça, en fait, c'est un peu à la carte. Il y a quand même des choses qui doivent rendre, parce qu'il y a quand même une obligation, en tout cas, pour eux, de pouvoir suivre des cours et puis les suivre très bien et d'avoir d'excellents résultats. Mais effectivement, il faut pouvoir gérer son temps. Donc, ça, c'est une possibilité en plus. Ouais. Ça, Claire, d'expérience, justement, jongler entre le temps consacré sur ses projets et le temps consacré juste à la préparation de son diplôme. Hein. Comment tu l'as ressenti, toi, en termes de charge de travail? Ouais, je voulais rajouter quelque chose justement par rapport à ça. Moi, en première année, quand j'étais du coup membre actif de Human, j'étais du coup en première année de programme grande école. J'étais en CDI 25 heures à côté et en même temps j'avais mes cours et je m'en suis très bien sortie parce que le fait vraiment qu'on ait cours que la matinée, ça me laissait mes après-midi de libre. Donc finalement j'avais 2 après-midi par semaine où je travaillais en plus de mes week-ends et j'avais 2 après-midi où j'étais à l'association en train d'investir dans mes projets et dans ma volonté d'être active pour l'année qui suivait. Ensuite, quand j'ai postulé présidente, ma deuxième année donc, de programme grande école, j'ai continué mon CDI pendant tout mon mandat. Donc, j'ai réussi à faire les deux quand même aussi à côté. J'avais cours à ce moment-là, du coup, les après-midi, mais comme on l'a cité tout à l'heure, les cours sont aménagés quand on est bureau d'une entreprise étudiante. Donc, j'avais quelques cours en moins, ce qui me facilitait aussi derrière l'investissement, autant dans mes cours que dans l'entreprise étudiante, que dans mon travail à côté. Et donc cette année, moi, j'ai fait le choix d'une année d'expérience professionnelle parce que je voulais réfléchir par rapport à mon diplôme. Mais en tout cas, faut pas avoir peur de la charge de travail, de l'emploi du temps que ça peut être une entreprise étudiante. Franchement, c'est un plus. Et même, c'est une application directe de ce qu'on apprend en cours. C'est-à-dire que ma première année, je sais que mes cours, je suivais très bien en cours, je prenais mes notes, c'était super. Mais l'application, elle se faisait tout de suite directement dans l'association. Donc c'est bénéfique au final d'avoir les deux et de prendre le temps de faire les deux parce que c'est une application directe, ça permet de comprendre
c'est super de faire des cours de management, mais finalement, j'ai vraiment appris ce qu'était le management quand j'étais présidente de l'entreprise étudiante et que j'avais des étudiants à gérer avec des quotas à respecter, ce genre de choses. Et c'est vraiment intéressant, je trouve, la mise en place, comment elle est faite, en tout cas à l'IAC Paris, des cours avec cette possibilité de s'investir dans le système associatif. Parce que finalement, pas besoin d'attendre son stage d'insertion professionnelle pour... Exactement. Je vois Grégoire qui fait comme ça. C'est vraiment ça. En fait, c'est vraiment la professionnalisation par l'action, et ce, dès les premières minutes où vous êtes intégré à l'école, en fait. Ouais. En fait, c'est ça la vision, la pédagogie de l'IAC Paris, c'est que c'est vraiment cette mise en avant qui va faire que ça permet, les étudiants vont permettre de se démarquer auprès des recruteurs, que ce soit pour leur stage ou pour leur pour leurs emplois plus tard. Ouais. Moi, ça m'a énormément aidé je pense que Claire est en train de voir ça aussi avec son année de césure et sa deuxième partie de l'année de césure. Moi, je sais que cette expérience au sein des emplois étudiantes m'a énormément aidé et m'a ouvert des portes qui pour une école comme l'IAC Paris, en termes de classement, qui se situe entre la 15 et la 20e place, en fait, il y a certaines entreprises qui ne recrutent que au-dessus d'une certaine place. Malgré le fait que je sois dans une école du milieu de tableau, j'ai pu avoir j'ai pu ouvrir ces portes-là et ainsi être peut-être avoir des expériences auxquelles je n'aurais pas pu prétendre. Ouais. Vous avez répondu à pas mal des questions qu'on avait eues justement en préparation de cette émission. Si on récapitule un peu, donc plein de thématiques différentes au sein des différentes entreprises étudiantes à l'IAC Paris, donc on peut faire son choix. Il y a des sélections, Claire l'a bien dit, on rentre pas comme ça n'importe comment. Mais je rebondis aussi par rapport à ça, quand tu disais que réussir à jongler entre ton temps de cours, ton petit travail perso et l'implication dans l'entreprise étudiante, comme on a souvent tendance à le dire, comme c'est en tant qu'étudiant qu'on choisit la thématique de son association, enfin de son entreprise étudiante, pardon, il y a aussi cet intérêt, donc c'est peut-être plus facile aussi de s'impliquer. Ouais. Exactement, c'est sûr, c'est super important. Moi, je sais que j'étais super heureuse tous les mercredis matins de me dire que j'allais passer l'après-midi avec les enfants parce que j'adore ça. Ouais. Mais au même titre, je voyais mes copines qui étaient au bureau des sports, qui elles étaient super heureuses de savoir qu'il y avait match cet après-midi parce qu'elles devaient s'occuper de la logistique, de ci, de ça. C'est plein de choses qui, au final, vu qu'on choisit son entreprise étudiante et qu'on n'est pas imposé à un choix, voilà, c'est ça. Forcément la motivation va avec parce que c'est forcément un domaine qui va vous plaire et dans lequel vous aurez envie de vous investir et vous aurez envie de donner le meilleur de vous-même et maximum. Donc vous avez répondu à ça aussi, Jérémy, tout à l'heure. Une question qui nous avait été posée, c'était est-ce qu'on peut faire son stage, le stage obligatoire de nos différentes années de programme, est-ce qu'on peut le faire dans son entreprise étudiante? Vous y avez répondu, c'est oui. Et la deuxième question, c'était, et ça peut peut-être faire le lien avec le budget, parce que ça s'anticipe peut-être, quelqu'un nous avait demandé en préparant l'émission si on a le droit de faire son stage dans son entreprise étudiante, est-ce qu'on peut quand même percevoir une gratification? C'est prévu? Oui. Ouais? Non, je sais pas, c'est une question très pratico-pratique. Je prends un exemple. Alors moi, mon association était mon entreprise étudiante était un cabinet de conseil en marketing géré par des étudiants. Et j'ai eu la chance en fait de pouvoir faire mon stage justement à la fin de ma première année pour justement travailler sur l'activité de mon entreprise étudiante et la développer. Ouais. Et j'ai pu faire mon stage d'avril à juillet au sein de mon entreprise étudiante. D'accord. Une petite question, je pense plus pour vous, Jérémy. On nous a demandé s'il était possible, vous y avez un peu répondu tout à l'heure, mais de réussir à concilier, d'avoir un statut étudiant et un statut d'auto-entrepreneur quand on est dans son cursus d'études. Est-ce que c'est possible ça? De ne pas attendre finalement sa diplomation pour pouvoir rentrer et lancer son activité. En préparant l'émission, on avait parlé d'un statut particulier pour les étudiants. C'est quelque chose que vous mettez en place, vous? Oui, tout à fait. Alors, alors, on rentre un peu dans la technique, mais disons qu'il y a le statut auto-entrepreneur en France que vous avez cité. Ça, c'est un statut juridique. Enfin, un statut juridique, mais disons qu'on est sous le cadre d'une entreprise individuelle. Ça, effectivement, les étudiants peuvent tout à fait le faire, mais de leur propre chef. Ce dont j'évoquais tout à l'heure, c'était le dispositif étudiant-entrepreneur, qui est en fait une sorte de package en fait qui a été mis en place en fait par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche en 2014 et qui permet de pouvoir tout à fait être étudiant
et entrepreneur, mais au sens soit d'un point de vue purement statutaire, c'est-à-dire avoir sa propre entreprise, ou ben, si eh bien, tu n'as pas ta propre entreprise, mais que tu es en train de développer en fait ton projet, eh bien, tu vas pouvoir faire appel justement à ce dispositif-là, qui est un plus encore sur le CV. On évoquait justement à l'instant en fait l'importance de l'insertion professionnelle. Eh bien, en fait, toutes ces choses-là vont permettre de faciliter l'insertion professionnelle. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, pas juste de suivre des cours et puis de faire les choses du mieux que vous pouvez, mais aussi de pouvoir vous impliquer davantage avec toute l'offre de services que l'on met en place. Et donc, tous ces éléments-là, eh bien, effectivement, ça se gère. On est là pour encadrer, justement, pour dire, attention, là, tu fais trop, il faut que tu gères peut-être les choses un petit peu différemment. Donc, avec un taux d'encadrement assez fort au sein de l'école. Et puis, ça permet tout simplement d'avoir, à la sortie de l'école, eh bien, beaucoup d'expériences professionnelles, d'autant plus si c'est dans le cadre d'une alternance. Avec des étudiants qui peuvent parfois sortir avec 2 ans, 3 ans déjà d'expérience professionnelle à la sortie de l'école. Donc c'est quand même vraiment très chouette. Oui, et puis une réelle finalement mise en application de tout ce qu'on apprend sur aussi des cas différents. On peut, vous l'avez dit, dans le cadre d'une alternance ou d'un stage, mais en parallèle aussi, on aura travaillé sur d'autres projets avec d'autres personnes, sur d'autres problématiques. Donc c'est quand même hyper formateur. Et ça peut déboucher effectivement sur de l'embauche ensuite derrière. Pour donner un exemple, j'évoquais tout à l'heure l'importance de l'impact dans l'école, notamment dans les filières business developer, entrepreneuriat. Pour ma part, je suis aussi chercheur et je publie dans le domaine justement de l'entrepreneuriat et notamment dans le champ du handicap. On fait travailler souvent nos étudiants justement sur des cas concrets d'entreprise. Qui sont dans ce domaine-là, et notamment par exemple dans la restauration, où beaucoup de restaurateurs qui s'impliquent justement dans ce domaine-là. Et là, récemment, ça a donné lieu à une étudiante qui s'est fait embaucher justement dans une entreprise. Donc voilà, des cas concrets qu'on donne à nos étudiants, ça peut déboucher sur de l'alternance, en l'occurrence, dans son cas. Et vous allez pouvoir découvrir plein de cas concrets justement sur les entreprises étudiantes de l'ISC Paris le 4 mars. Grégoire, je me tourne vers vous pour être sûr de ne pas dire de bêtises. C'est bien le 4 mars, l'après-midi, sur le campus de Paris, pour justement pouvoir venir découvrir un peu l'étendue des thématiques, comment ça se passe, comment on s'implique, qui sont les personnes avec qui on peut travailler. Vous y serez, vous, Claire, aussi, le 4 mars? Bien sûr. En tant que BSE, je serai là pour accueillir les étudiants et leur faire passer une super journée d'immersion. Bon. On a bien balayé tout le sujet pour bien comprendre ce que c'est, vraiment concrètement comment cette expérience professionnelle par l'action, ce qui caractérise quand même beaucoup l'ISC Paris, comment les étudiants vont pouvoir se saisir de cet outil pédagogique, on appelle ça comme ça aussi, pour pouvoir mettre en application tout ce qu'on apprend pendant ces cours. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, chacun, pour clôturer cette émission? Je commence avec vous, Jérémy, peut-être? Eh bien, le plus simple déjà, c'est de rencontrer les équipes, parce que c'est vrai quand on est à distance, on a une vision des choses, mais effectivement, le plus simple, c'est de rencontrer les équipes. Donc, venez nous voir sur nos différents campus, que ce soit le campus de Paris, que ce soit le campus d'Orléans. D'Orléans aussi, oui. On a parlé de la journée d'immersion du 4 mars à Paris, mais évidemment, vous avez un campus à Orléans aussi. Vous pouvez retrouver toutes les dates des JPO justement sur le site, ça va s'afficher en bas de l'écran, et nous on aime le dire ça dans nos émissions, allez sur les JPO, vous allez rencontrer les professeurs, le corps enseignant, des étudiants. Des fois c'est vachement plus facile de s'adresser à des jeunes qui sont directement dans les promos plutôt qu'à des professeurs, et de venir voir les campus, parce que vous allez quand même y passer quelques années, donc c'est toujours sympa de voir dans quoi on met les pieds. Grégoire, un petit mot? En fait, c'est... Laissez-vous séduire. C'est venez nous rencontrer et laissez-vous séduire, parce qu'en fait, c'est vraiment un accélérateur de maturité et un moyen de se révéler en tant que personne. En fait, les entrées étudiantes, c'est une expérience incroyable. Je pense que c'est peut-être une des plus belles années de ma vie, mes 2 années en tant que recrue puis bureau.
au sein des entreprises étudiantes, et ça vous permet tellement de se révéler à soi-même. Et je pense que moi, c'est vraiment ça, c'est la découverte, c'est ça, en fait, c'est la découverte de soi-même par le biais de la professionnalisation. Ouais. Et c'est une révélation qui n'arrive qu'une fois dans une vie, et c'est magique quelque part. Allez-y. Et toi, Claire? Ça ressemble beaucoup à ce que j'allais dire finalement, mais moi, c'est exactement ça que j'allais dire, c'est là, j'ai fait quasiment le tour du système associatif. J'ai fait membre actif, présidente, maintenant BDE. L'année prochaine, c'est mon Master 2, donc je serai moins investie malheureusement dans le système associatif, mais je le soutiendrai quand même de loin. Ouais. Et c'est vrai que si je pouvais retourner 2 ans en arrière, je le ferais les yeux fermés. Parce que c'est zéro regret, c'est que du plus. Même si je suis arrivée l'année Covid, ça a été plein de challenges finalement à relever et à tout redresser. Aujourd'hui, quand on voit comment le système associatif il est rempli de personnes qui ont de super idées, qui ont de super innovations et qui ont envie de faire perdurer la chose, je suis super heureuse d'avoir mis ma pierre à l'édifice. Ouais. Et j'espère que vous avez envie de venir nous découvrir parce que c'est franchement une chance que je pense que je n'avais pas eu dans une autre école, en tout cas. Ouais. Donc une vraie spécificité d'apprendre par les projets et spécifiquement sur ces entreprises étudiantes voilà. Là. Et en plus dans les domaines qu'on affectionne, donc c'est que du bonus. Ouais. Et si à tout hasard, on l'a dit, il y a des propres initiatives qui peuvent être également mises en place. Donc finalement, il n'y a pas de limite. Exactement. Il n'y a aucun domaine qui sont fermés ici à l'ISC Paris du moment que c'est construit, que c'est motivé et qu'il y a de l'idée derrière, on suivra à 100% les projets. Ouais. Et bien écoutez, merci à tous les trois pour vos conseils, vos retours d'expérience, voilà, tout ce que vous nous avez partagé ce soir. Pour en savoir plus sur tous les programmes, quand même, école de commerce que vous proposez, tout sera sur le site. Les candidatures, c'est maintenant, c'est en cours. Allez au JPO, allez aux journées d'immersion pour découvrir et rencontrer les équipes, pour en savoir plus. Et puis nous, on se dit... à très vite. On va justement retrouver l'ISC Paris dans pas très très longtemps pour parler des bachelors. Et justement parce que Parcoursup se termine presque bientôt et on va vous donner plein de conseils pour faire vos candidatures pour pouvoir taper dans l'œil des jurys de l'ISC Paris. En tout cas, on vous souhaite une belle soirée. Encore merci à tous les trois pour vos conseils. Et puis on vous dit à bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt.